Bonjour à tous. Alors dans cette capsule, on va faire le chapitre 2 sur les espaces ruraux. On va voir la France en fait et ses espaces ruraux multifonctionnels entre initiatives locales et politiques européennes. Alors normalement, je vous ai distribué une fiche activité qui est un texte à trous. En gros, vous allez pouvoir le remplir avec les explications que je vais vous donner dans cette capsule. Donc on y va et on commence avec une introduction. Donc, les espaces ruraux français se transforment. Ils sont à la fois des territoires de résidence, c'est-à-dire d'habitation, des territoires de loisirs, des territoires de production, ça peut être production agricole mais aussi production industrielle, ça peut être aussi des territoires de protection, des lieux qu'on protège parce que ce sont des milieux endémiques et qu'il faut protéger les espèces, il faut protéger des lieux particuliers. Ces territoires, ces espaces urbains sont de plus en plus donc multifonctionnels, c'est-à-dire que souvent, ils vont cumuler toutes les fonctions que je vous ai données tout à l'heure. Et je vous ai mis avec des trajectoires différenciées. Qu'est-ce que j'entends par là ? Les espaces ruraux ne s'intègrent pas tous de la même façon dans la mondialisation, dans l'économie française. Donc, selon l'espace rural, selon sa situation, selon ses politiques, il ne s'intégrera pas de la même façon. Donc dans ce cours, on va s'intéresser à savoir comment et sous l'effet de quels acteurs les espaces ruraux français se recomposent-ils. On va commencer avec une première partie qui s'intitule les espaces ruraux multifonctionnels et une première sous-partie, c'est-à-dire la diversification des espaces agricoles et la diversification des fonctions productives. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les espaces ruraux français, ils ont connu de profondes mutations au cours du XXe siècle. C'est-à-dire que les espaces dédiés à l'agriculture se sont considérablement modernisés, avec les engrais, avec les pesticides, avec les produits chimiques, mais aussi et surtout avec la mécanisation, qui, on va dire, est de plus en plus performante. Aujourd'hui, on utilise des satellites, on utilise du goutte à goutte, on utilise toutes sortes de mécanisation qui va permettre d'aller plus vite et de travailler, on va dire, de façon plus efficace. Qu'est-ce que cette mécanisation et cette modernisation a entraîné ? Ça a entraîné une spécialisation des productions. Qu'est-ce que j'entends par là ? Avant, on faisait beaucoup de polyculture, c'est-à-dire qu'on cultivait différentes plantes, sur son territoire agricole, sur son exploitation agricole, on avait différentes plantes. Maintenant, on est plutôt sur de la monoculture ou du mono-élevage, c'est-à-dire qu'on va se spécialiser dans une seule céréale, dans une seule culture, pour pouvoir en fait avoir des rendements élevés, acheter les machines adéquates, acheter les engrais adéquats et produire le plus possible. Ainsi, on s'insère davantage dans la mondialisation et on peut être compétitif. On peut faire face à la concurrence internationale. Je pense notamment à la concurrence face aux autres pays, qui peuvent être les pays déjà riches, comme le Canada, les États-Unis, mais aussi les pays émergents, comme l'Inde, comme le Brésil. Donc le but, ça va être de faire face à cette concurrence internationale. Aujourd'hui, les exploitations agricoles françaises, elles sont de plus en plus grandes et on a de moins en moins besoin de personnes sur ces territoires, sur ces exploitations agricoles. Ça veut dire que la part d'actifs dans le secteur primaire, c'est-à-dire le secteur agricole, elle ne cesse de diminuer. Aujourd'hui, les agriculteurs, c'est 2,8% de la population active française. C'est vraiment très peu. En termes de résultats, l'agriculture française, elle occupe la première place au niveau de l'Europe, même au niveau de l'Union européenne, on va dire. Elle s'organise en filiales agroalimentaires qui sont dominées par des multinationales que normalement vous connaissez. Je pense à Limongrain pour les semences, à Lactalis, Danone, ça peut être aussi Nestlé, Ricard, toutes ces multinationales qui s'insèrent extrêmement bien dans la mondialisation et qui ont des produits et une visibilité sur le monde entier. À l'échelle internationale, on est au 5e rang des exportations mondiales de produits alimentaires et toute cette agriculture, elle est possible grâce aux aides de l'Union européenne et de l'État, c'est-à-dire des subventions. Beaucoup d'exploitations bénéficient de ces subventions et souvent, ces exploitations, elles ne fonctionnent pas sans ces subventions. Ce qui fait qu'aujourd'hui, une partie du monde agricole est aujourd'hui en crise. Les agriculteurs français, ils voudraient vivre de leur travail et non des aides fournies par l'État ou par l'Union européenne. Alors, qu'est-ce que j'entends par là ? Aujourd'hui, on a 90% des exploitations agricoles qui touchent des subventions. Et en fait, sans ces subventions, c'est-à-dire sans l'argent que donne l'Union européenne ou l'État, la moitié d'entre elles sera en déficit. Ça veut dire que les agriculteurs français, ils le savent, ils travaillent beaucoup, parfois jusqu'à 80
70-80 heures par semaine, mais sans l'aide de l'Union européenne, ils ne pourraient pas survivre. Et d'ailleurs, si on prend les chiffres, aujourd'hui, on a 22% des agriculteurs qui vivent sous le seuil de pauvreté. Je vous rappelle que le seuil de pauvreté, c'est 1130 €. Donc, un agriculteur sur 5, on va dire, vit sous le seuil de pauvreté. Et on a aujourd'hui 20% des agriculteurs qui ne peuvent pas se tirer de salaire et qui vivent du RSA français. Donc on en a parlé l'autre jour, le RSA français c'est autour de 900 € par mois et c'est une aide qui est donnée à ces agriculteurs parce que leur activité ne leur permet pas de vivre. Autre multifonctionnalité donc de ces espaces ruraux, ces espaces ruraux, ils vont accueillir des fonctions industrielles. Alors, dans le même principe de la trajectoire différenciée de début, je vais vous expliquer. Certains espaces ruraux accueillent de l'industrie qui fonctionne parce qu'elle s'est modernisée, parce qu'elle est dynamique. Donc ça, c'est par exemple le cas de Sophia Antipolis, qui est un technopôle qui s'est installé à l'extérieur, on va dire dans la périphérie proche de Nice. Donc, on avait besoin d'espace, donc on a implanté ça là. C'est de la haute technologie, ça fonctionne très bien. Donc c'est un espace rural qui est désormais industriel bien intégré. À l'inverse, parfois certaines entreprises qui n'ont pas su ou qui n'ont pas pu d'ailleurs se moderniser ou qui ont subi ce qu'on a vu la dernière fois, la nouvelle division internationale du travail, ont subi des délocalisations et des fermetures. C'est par exemple le cas de Moulinex à Alençon, pareil, qui était placé en périphérie de la ville, donc sur un espace rural, et qui finalement aujourd'hui se retrouve fermé et désaffecté parce que n'a pas su se moderniser. Les espaces ruraux, ils accueillent de la production industrielle, mais aussi de la fonction commerciale, c'est-à-dire tout ce que vous connaissez, les grandes enseignes qui ne peuvent pas s'installer en centre-ville, qui ont besoin d'espace, souvent de grands espaces, et qui vont aller s'installer dans le rural proche, juste à côté des villes. Ça, on va parler de desserrement des activités, c'est-à-dire de déplacement des activités par manque de place au centre des villes. Donc on est dans de l'espace rural, mais très proche de la ville. Les espaces ruraux, c'est aussi des espaces qui sont touristiques. Ce sont des espaces qui sont des espaces récréatifs. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, aujourd'hui, les espaces ruraux attirent des touristes, des nouveaux touristes, j'ai envie de dire, liés au tourisme vert. C'est toutes les activités en lien avec la nature. Ça peut être de l'acrobranche, ça peut être dormir dans les arbres, ça peut être faire une course d'orientation dans une forêt. Donc, toutes ces activités qui sont liées à la nature se développent dans l'espace rural. Et on voit aussi se développer un nouveau type de tourisme qui est souvent on dit agrotourisme ou agritourisme, les deux se disent, c'est-à-dire des activités qui sont proposées en lien avec une exploitation agricole. Alors je vous ai mis à côté un document. En Guadeloupe, vous pouvez très bien visiter une maison de café, c'est-à-dire l'exploitation du café. Ensuite, vous allez pouvoir goûter, vous allez pouvoir acheter. Ça fait une vente directe et en fait, on met en valeur la production on met en valeur une production agricole par le biais du tourisme. Alors là, je vous ai pris l'exemple du café, mais on peut très bien prendre l'exemple de la vanille. Ça se fait aussi bien dans les îles. Vous visitez une plantation de vanille. Ensuite, vous pouvez acheter des produits qui sont issus, avec lesquels on a fait des produits dérivés de vanille. Et puis après, vous pouvez aussi déguster. On vous apprend des recettes, vous y passez plusieurs heures, et donc vous payez pour visiter ces exploitations agricoles. Autre élément positif qu'on voit se développer aussi, c'est le tourisme gastronomique. Avec l'idée aujourd'hui que, là j'ai pris l'exemple du Beaufort, mais qu'on a envie de développer du tourisme moins polluant, du tourisme plus calme, où on a envie de s'intéresser à savoir ce que les agriculteurs font. On a aussi envie d'un produit plus qualitatif, une volonté un peu de revenir aux sources, de prendre le temps, d'apprécier les choses. Et donc du coup, on a ce tourisme gastronomique qui se développe et qui va valoriser le patrimoine local, valoriser le travail des agriculteurs. Ça, c'est une autre forme de tourisme qui se développe. Grand B, la pression urbaine croissante et des liens accrus avec les espaces urbains.
Alors, qu'est-ce qu'on retient? Je vous ai mis un document de l'artificialisation des sols. Qu'est-ce que ça signifie, cette artificialisation des sols? Eh bien, ça signifie qu'on est en train de construire de plus en plus, d'où l'idée de résidence qui va se mettre en place. Je vous rappelle que les centres-villes deviennent très très chers, que les classes moyennes ne peuvent plus se loger, qu'il n'y a plus de place, enfin ça c'est surtout trop cher, donc les gens vont aller s'éloigner et vont accepter de faire des mobilités pendulaires un petit peu plus longues. Donc aujourd'hui, les espaces ruraux français sont désormais des lieux de résidence, des lieux résidentiels, notamment, je vous l'ai mis là, suite à l'explosion des prix dans les centres-villes et surtout au développement des voies de communication. Ces espaces ruraux donc vont accueillir une population de classe moyenne à la recherche d'une maison avec jardin, souvent pour des prix abordables, et ils prennent le nom de néo-ruraux. Par contre, ces nouvelles constructions, elles vont entraîner la périurbanisation, c'est-à-dire l'agrandissement des villes, ou du moins on va voir la limite entre la ville et la campagne se flouter légèrement, parce que voilà, la ville empiète sur la campagne, et ces néo-ruraux, souvent, ils gardent leur mode de vie qu'ils avaient en ville. On voit aussi apparaître ce qu'on appelle un mitage. Alors, le mitage, on a déjà parlé dans le chapitre précédent. C'est l'idée, en fait, que on a longtemps construit un peu de manière sans réfléchir, en fait, sans avoir de cohérence. On laissait il y avait un lotissement qui voulait se faire, on se faisait, après on faisait, puis on rajoutait, Donc il y a maintenant dans le paysage français, notamment rural, un espèce d'émiettement, d'éparpillement des zones de construction. Donc, je vous disais, ces néo-ruraux, ils gardent souvent leur mode de vie tourné vers la ville. Ils continuent leur mobilité domicile-travail, et surtout, ils ne prennent pas forcément la manière de vivre des ruraux. D'où l'idée que souvent, il y a des conflits qui vont se mettre en place. Ensuite, la population des espaces ruraux, du coup, elle va connaître une forte augmentation, et notamment, quand c'est autour des villes, ça va permettre à l'espace rural de rajeunir. On va avoir un solde migratoire positif d'une population qui est plutôt jeune, ou plutôt moyenne et avec des enfants, donc ça rajeunit. Par contre, on se rend compte, si on regarde le centre de la France, là, que les espaces ruraux qui sont isolés des grandes villes, ils attirent pas vraiment la population jeune, ils ont souvent une population qui est à la retraite, et finalement, c'est une population qui est vieillissante. Donc certains espaces ruraux connaissent ce qu'on appelle la déprise, c'est-à-dire le manque d'activité, le manque de population, la perte de population et une désertification complète.